Ça, c'est Moonlight, un film qui a coûté 4 millions de dollars. Et regarde comme c'est beau. Maintenant, explique-moi comment un service qui dépense des milliards de dollars peut produire des films qui ressemblent tous à des publicités pour des télévisions 4K. Eh bah spoiler, mais c'est pas un accident, non, c'est un modèle de production. Netflix n'essaye pas de faire des bons films. Ils essayent de produire des heures de visionnage optimisées. Des images lisses, sans risque, sans caractère. Juste assez belles pour que tu restes, mais jamais assez marquantes pour que tu t'en souviennes plus de 24 heures. Et le pire, c'est que ça marche. Parce qu'on est habitué. On a accepté l'idée que le cinéma pouvait se résumer à un contenu parmi d'autres, ou qu'un film pouvait exister juste pour meubler le silence. Il y a un véritable complot derrière tout ça, et c'est hors de question que tu regardes un film de plus sans connaître la vérité. Parce que quand on arrête de se poser des questions, on accepte n'importe quoi. Alors, pourquoi les films Netflix sont moches? Et surtout, pourquoi ils veulent que ça reste comme ça? Bon, vous l'avez compris, mais Netflix, c'est une machine qui optimise tout pour produire vite et en masse. Mais en vérité, quand tu montes un projet ou une entreprise, tu peux pas fonctionner comme ça. Tu as besoin d'outils qui s'adaptent à toi, qui te simplifient la vie au lieu de te rajouter du stress. Et bah, c'est exactement ce que fait Odoo. Odoo, c'est une plateforme qui regroupe tout ce dont tu as besoin pour gérer ton activité en un seul endroit. C'est plus de 45 applications qui répondent toutes à un besoin précis, qui sont hyper simples à utiliser, et qui bossent ensemble pour t'aider à gagner du temps et surtout t'éviter les galères. Donc en gros, plutôt que d'utiliser 10 logiciels différents qui communiquent pas du tout entre eux, et bah ici, tout est centralisé. Facturation, comptabilité, gestion de projet, stock, site web, tout est intégré et tout fonctionne ensemble. Tu gagnes du temps grâce à l'automatisation, donc t'évites les erreurs et tu peux te concentrer sur ce qui compte vraiment. Et le mieux, c'est que c'est toi qui décides parce que c'est également évolutif. Tu démarres avec une première application gratuite à vie, support et hébergement inclus en illimité. Alors que tu sois intermittent du spectacle, freelance, auto-entrepreneur ou même en train de monter un business, Odoo t'aide à structurer ton activité sans galérer. Donc teste-le gratuitement, je t'ai mis le lien dans la description. On retourne à la vidéo. Bon, Netflix, c'est devenu un genre à part entière. Pas pour les histoires, mais pour le visuel. Genre, tu sais exactement quand tu regardes un film produit par Netflix. Regardez ça. Don't you ever put that in your mouth again. It's not for you. You don't do that. You do it. You're not me. You hear me? Et bah tous ces films, ils ont ce qu'on appelle le Netflix look. Autrement dit, des films éclairés comme des publicités, avec une lumière plate, des couleurs presque grises et surtout aucune zone d'ombre. Et tout ça, c'est pour éviter la perte de détails en basse résolution. Parce que oui, des ombres trop importantes créent de la perte de détails, mais elles créent surtout quelque chose d'essentiel, le contraste. Regardez les films des années 90, genre Seven de David Fincher. Le film a évidemment été tourné sur pellicule et ça c'est un choix essentiel pour obtenir ce rendu contrasté, sale et texturé. Puis ensuite, au développement, la pellicule a été traitée avec un procédé qu'on appelle le bleach bypass, qui consiste en gros à sauter l'étape du blanchiment. C'est un procédé qui conserve l'agent métallique de la pellicule, ce qui va augmenter les contrastes, désaturer les couleurs et donner cet aspect sombre et froid emblématique de Seven. Donc ce que je vous explique là, c'est que le rendu final il était carrément intentionnel et du coup c'est pour ça que parfois dans Seven, on voit rien. Et ça avait un charme de fou, ça nous plongeait encore plus dans l'histoire d'avoir des zones d'ombre, des endroits d'une pièce qui sont aménagés exprès pour le tournage, mais dont on ne distingue pas la composition. Ce choix technique, il est pas anodin. Il sert à immerger le spectateur dans une réalité brutale et imparfaite, loin du rendu lisse du digital. Donc ça rendait les films beaucoup plus réalistes et surtout beaucoup plus flippants. Et je pourrais appuyer mon propos encore plus avec un des plus jolis films à jamais avoir été réalisé, Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Absolument tout, de la composition des plans à l'éclairage, a été pensé pour que le film ressemble à une peinture à l'huile. Et comme si c'était pas assez compliqué, le réalisateur s'est lancé le pari fou de n'éclairer le film qu'avec des sources de lumière naturelles. Donc si tu veux, les gros projecteurs de cinéma là que tu vois habituellement, bah y en avait aucun sur le tournage de Barry Lyndon. Non, à la place ils se sont servis de la lumière du soleil quand elle était là, et de bougies. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait aucune caméra et aucun objectif capable de capter une image nette avec aussi peu de lumière. Donc pour y arriver, il a utilisé des objectifs prêtés par la NASA qui ont été conçus à la base pour photographier la face cachée de la Lune. Des objectifs qui permettaient de capturer 50% de lumière en plus que des objectifs standards de cinéma. Sauf qu'avec des objectifs ultra lumineux, il y a pas mal de contraintes. Comme par exemple une profondeur de champ minuscule qui obligeait les acteurs à rester parfaitement nets pendant les prises. Bon, est-ce que t'as compris l'impact de ces choix artistiques sur ton expérience de visionnage? Quand le contraste, la texture et l'imprévisibilité des ombres sont mis en avant, tu ressens une immersion énorme. Donc en gros, en 1975, Stanley Kubrick a réalisé une œuvre parfaite avec des bougies et des caméras sous-performantes. Donc, comment vous m'expliquez ça?
6 is an odd name. Yeah. Just 007 was taken. So. Are you chewing gum? Yeah. We don't chew gum in this house. I wasn't briefed. The Gray Man, sorti en 2022 sur Netflix, a été tourné sur des Red Komodo Sika, une caméra aux technologies de pointe conçue pour être efficace dans n'importe quelle configuration d'éclairage. Donc vous comprenez que le look grisâtre du film là, eh ben c'est pas un accident ni même un problème de budget. Mais le manque de contraste n'est pas le vrai problème. Non. Le vrai problème, il est ailleurs. Et pour vous expliquer tout ça, il est temps que je vous explique un secret que peu d'entre vous connaissent. Et juste avant, je vous invite à aimer cette vidéo, juste parce que j'ai réussi à vous tenir en haleine jusque là, et croyez-moi, c'est pas facile. Pensez à vous abonner à ma chaîne, parce que j'ai vraiment pour projet de révolutionner le contenu cinéma français sur YouTube. Pensez aussi à rejoindre ma communauté Discord complètement gratuite. On parle de cinéma, on fait des débats, on se conseille des films, bref, si t'es passionné, t'es au bon endroit. Netflix impose à ses réalisateurs des normes très strictes pour garantir une qualité d'image optimale dans ses productions originales. En gros, si t'es réalisateur et que tu veux ton logo Netflix au début du générique, eh bah tu ne dois tourner qu'avec des caméras approuvées par la plateforme. Des caméras digitales uniquement qui doivent répondre à des standards techniques bien précis, dont un paramètre qui change tout, la HDR. Bon, tu connais sans doute la fonction parce que ton iPhone en est doté, mais aujourd'hui c'est devenu la principale norme des productions Netflix. L'idée c'est d'augmenter énormément la luminosité pour qu'on voit autant de détails dans les zones d'ombre que dans les zones claires. Bon, ça semble génial sur le papier, mais en vérité c'est là que les problèmes commencent. À cause de la HDR, on voit tout. Il n'y a rien dans l'image qui n'est pas à notre portée, et ça, selon moi, ça bousille notre expérience de spectateur. Et ce problème-là, il touche pas que l'image. Il change carrément la façon dont les films sont pensés, tournés, montés, jusqu'à rendre le cinéma méconnaissable. Vous avez déjà forcément remarqué cet aspect grisâtre sur les films Netflix. Un peu comme si l'image avait été tournée en log. Pour vous expliquer un peu, le log, c'est le profil d'image qu'on utilise sur une caméra avant de passer à l'étalonnage. L'étalonnage, c'est le travail des couleurs. Donc l'idée, c'est un petit peu d'avoir une image en noir et blanc sur laquelle on vient colorier certaines parties. Sauf que là, c'est un peu comme si le dessin avait jamais été colorié, quoi. Et puis il faut savoir aussi que chez Netflix, t'as pas le droit de tourner sur pellicule. T'es forcé d'adopter le digital, donc des caméras modernes dernier cri. Et laissez-moi vous passer l'avis d'un jeune réalisateur débutant sur les caméras digitales. And you're not too sure about the digital era, are you, in terms of, as opposed to the old day of going to the cinema and the widescreen and so on? The digital era, at least it does nothing for me. It does nothing for me. I mean, I actually think I'm getting gypped when I go to a movie and I realize it's either been shot on digital or being projected in digital. I mean, some people feel differently about this, but I think it's the death keel. I think it's the death rattle, and you know, it's I do. And I also have even another whole aspect about it. You know, I've always believed in the magic of movies. Yeah. And to me, the magic of movies is connected to 35mm, because everyone thinks, you can't help but think, that when you're filming something on film, that you're recording movement. You're not recording movement. You are just taking a series of still pictures. There's no movement in movies at all. They are still pictures. But when shown at 24 frames a second, through a light bulb, it creates the illusion of movement. So thus, as opposed to a recording device, when you're watching a movie, a film print, you are watching an illusion. And to me, that illusion is connected to the magic of movies. Bon, en vérité, je suis pas aussi extrême que Tarantino et il n'y a pas que du mauvais avec le digital. Mais si Netflix standardise autant ses productions, c'est pour une raison hyper simple. Les films doivent être lisibles aussi bien sur un téléviseur 4K que sur votre tablette, votre ordinateur ou votre smartphone. Tout le monde doit avoir accès au contenu, peu importe le support. Donc les caméras approuvées pour Netflix ne sont pas là pour rendre leurs films beaux. Non, elles sont là pour les rendre compatibles. Compatibles avec tous les écrans, toutes les connexions et toutes les conditions de visionnage. Et en faisant mes recherches, j'ai découvert plein d'autres choses super intéressantes. En y regardant de plus près, le vrai problème ne se limite pas à l'absence de contraste, la pellicule ou la standardisation des productions. Non, ça va plus loin. Même les mouvements de caméra sont pensés pour la consommation rapide. Pas de plans séquences complexes, mais il y a beaucoup de plans fixes, de champ contre champ et de coupes rapides. Les plans larges qui demandent beaucoup de détails sont rares. On privilégie des gros plans sur des visages beaucoup plus simples à éclairer et à monter, qui font un peu office de cache-misère. Mais il y a bien une raison pratique derrière cette uniformisation du cinéma. En 2022, Netflix a tourné et diffusé 840 programmes originaux, dont plus de 200 films, soit un nouveau film, tous les 2 jours. Pour te donner un ordre d'idée, un studio de cinéma traditionnel comme Universal, c'est environ 20 films par an. Donc la logique elle est évidente, avec un volume aussi énorme, on n'a pas le temps de peaufiner les détails. Chaque production est conçue pour remplir un créneau de visionnage, sans chercher à émouvoir ou à marquer durablement le spectateur. Netflix fait x5 sur les temps de production normaux, donc ils peuvent pas travailler correctement leurs films, et de toute façon, à quoi bon? Avec plus de 300 millions d'abonnés, ils savent que leurs films seront regardés et qu'ils seront rentables de toute façon. Et que le spectateur apprécie ou non, au final, c'est loin d'être leur problème. Netflix ne fait pas de cinéma, ils font du contenu. Et le contenu,
ça doit juste remplir le temps, ça doit pas te marquer. Prenons un réalisateur débutant. Il doit tout faire pour que son film soit excellent s'il veut avoir la chance d'être diffusé. Et tout faire pour qu'un film soit excellent quand on n'a pas les moyens de Netflix, bah ça prend énormément de temps. Et le temps, bah Netflix, ils en ont pas. Parmi l'immensité de projets proposés à des boîtes de production par an, il y a que 5% des films qui seront retenus. Et dans ces 4%, il y a que 0,4% des films que tu pourras voir en salle. Alors pour faire partie de ces 0,4%, il faut que le film soit beau visuellement, que les acteurs soient très bons et que le scénario soit hyper original. Parce que parmi la tonne de films disponibles depuis notre canapé, il faut vraiment qu'un scénario soit extrêmement original pour qu'un spectateur lambda sorte de chez lui et dépense 15 € pour aller le voir au cinéma. L'exemple de Damien Chazelle est super intéressant, parce qu'il a eu beaucoup de difficultés financières avant de voir Whiplash se réaliser. Il avait commencé avec une ébauche de scénario, transformé en court-métrage, puis diffusé au festival de Sundance en 2011, puis après avoir réussi à réunir assez de fonds pour financer son long-métrage, il passera des années sur le scénario, l'écriture, le tournage, les acteurs, l'ambiance du film, le montage, bref. C'est aussi pour ça que Whiplash est un tel chef-d'œuvre, mais ça c'est un autre sujet. Et Netflix n'a pas le temps de prendre le temps, donc il pense comme une société. Et une société n'est pas là pour faire de l'art, elle est là pour faire de l'argent. Et faire de plus en plus d'argent, ça consiste à créer de plus en plus vite. C'est un effet boule de neige. Et créer de plus en plus vite, bah ça donne des films sans âme. Netflix ne fait pas de cinéma. Non, si j'avoue, il y a quand même quelques réalisateurs qui ont eu le droit d'aller un peu plus loin dans le processus de création, prendre un peu plus de temps et nous sortir des trucs pas trop mal. Genre Wes Anderson qui a eu l'autorisation de tourner la merveilleuse histoire de Henry Sugar sur une pellicule 16 mm, Noah Baumbach qui a tourné Marriage Story sur du 35 mm, ou encore Martin Scorsese qui a pu déroger à la règle en tournant The Irishman sur pellicule. Mais d'ailleurs, même pour Scorsese, Netflix a posé problème. Il a eu le droit de tourner sur pellicule, mais la post-production devait respecter les normes 4K HDR. Résultat, le film a perdu une grosse partie de son contraste. Et vous voulez connaître le point commun entre ces trois films? Bah ils ont tous les trois été nommés aux Oscars. Bon, je dis pas qu'il suffit de tourner sur pellicule pour faire des bons films. Je dis juste que quand Netflix met son budget dans les bonnes mains, avec des réalisateurs qui prennent le temps de créer, et bien à ce moment-là, ça nous donne des œuvres difficiles à oublier. C'est un peu comme si chaque année, il laissait carte blanche niveau temps, matériel, à quelques réalisateurs triés sur le volet, en espérant qu'ils fassent un assez bon film pour qu'il soit nommé aux Oscars, et dire regardez, on est Netflix, mais on est quand même présent aux Oscars ce soir. Bon, en vérité, je fais pas cette vidéo dans l'unique but de détruire Netflix, non, au contraire. La plateforme a rendu le cinéma accessible à des millions de personnes à travers le monde, offrant une diversité de contenu et une simplicité de visionnage qui correspond parfaitement à notre rythme de vie actuel. Et ils ont surtout fait des excellentes séries. Mais au final, il y a quand même un vrai sujet avec les films. Parce que je peux pas m'empêcher de penser que des films magnifiques tournés sur des caméras digitales, il y en a un paquet. Ça et ça ont été tournés en numérique. Ça et ça ont été tournés en numérique. Et ça ont été tournés en numérique. Et encore une fois, voilà un argument qui nous prouve que la différence ne se fait pas sur le matériel utilisé, mais dans les choix artistiques. Ça me fait mal au cœur de savoir que The Gray Man a coûté 200 millions de dollars, alors que Everything Everywhere All at Once en a coûté 25. Mais en vrai de vrai, est-ce que le problème c'est réellement Netflix? Est-ce que vous vous êtes déjà questionné sur votre rapport au cinéma? On allume tous notre télévision à la quête d'un contenu rapide et facile à consommer. Et j'ai conscience que aucun d'entre vous n'a envie de regarder Barry Lyndon là tout de suite après cette vidéo. J'ai conscience que quand vous rentrez du travail, un film comme Red Notice est beaucoup plus agréable à regarder qu'un film comme The Revenant. Et c'est parce qu'on est programmé pour la facilité. La quête de dopamine instantanée grâce à des récits rapides sans aucune complexité. Et si je sais tout ça, c'est parce que je suis exactement pareil. Un bon film, ça doit se savourer, alors à quoi ça sert de se forcer à regarder un film quand on n'est pas dans le mood? Mais est-ce qu'à force d'avoir du contenu confort à portée de main, on va pas complètement oublier les films qu'il faut regarder pour leur complexité narrative et visuelle? Est-ce qu'à force de simplifier la création, Netflix est pas en train de faire croire à notre cerveau que le cinéma, c'est ça, au final? Ou alors est-ce que le problème vient pas de nous, parce qu'on a peur de se lancer dans le visionnage de films d'époque par peur de manquer la nouvelle sortie du jour? Et quitte à regarder un mauvais film, on s'en fout parce qu'on sait pertinemment que demain, on trouvera quelqu'un au bureau qui a regardé le même film que nous la veille. Et c'est pour ça que Netflix c'est autant addictif. Vous n'êtes pas seul à visionner ces contenus. Il y a des millions de personnes à travers le monde qui les regardent en simultané. Et ces personnes-là n'ont qu'une hâte, c'est de retrouver leurs amis le lendemain pour pouvoir en discuter. C'est social. Parce que c'est sûr que si vous vous lancez dans le visionnage de Once Upon a Time in America de Sergio Leone, le film il dure 4 heures, c'est hyper long, vous allez pas trouver grand monde avec qui en parler demain au bureau. L'algorithme de Netflix, il est affamé de data et de statistiques, et il est conçu pour analyser ton comportement. Il te propose du contenu pensé pour stimuler ta dopamine, sans jamais t'offrir le risque, la surprise ou la profondeur d'un scénario vraiment original. C'est une stratégie qui maximise l'engagement sur le court terme, mais qui à long terme risque de nous endormir. Imagine un instant. Chaque soir, devant ton écran, tu absorbes des images lisses, des récits formatés sans jamais laisser place à l'émotion ou à la réflexion profonde. Le risque, c'est de devenir des consommateurs passifs, incapables de distinguer un chef-d'œuvre d'une simple distraction. Donc si t'as envie de redécouvrir le vrai plaisir du cinéma, celui qui te marque, qui te fait réfléchir, il est temps de te réveiller. Pardon à Netflix d'avoir été un peu cru, je vous adore quand même, et pour vous prouver ma bonne foi, je vais mettre une liste de très bonnes productions Netflix dans le commentaire épinglé. Donnez-moi des exemples de films produits par Netflix qui vous ont marqué, je suis vraiment curieux de vous lire. C'était Louis, merci beaucoup pour votre temps. Ah oui non, vous savez quoi? Je crois que j'ai trouvé un bon moyen de nous faire rester devant un film.
how it is every day, all over the world.